Premier webinaire en ligne. Donc, nous allons apprendre en même temps que nous allons vivre ce webinaire avec nous. Alors, nous vous prions d'être indulgents avec nous et puis si vous nous ferez part de vos commentaires dans le but qu'on s'améliore pour une prochaine édition. Donc, Réseau Réussite Montréal, depuis 2 semaines, a mis en ligne un dossier au sujet des déterminants en temps de pandémie. Les déterminants de la réussite scolaire sont bien connus, documentés depuis plusieurs années. On sait qu'ils sont importants pour favoriser la réussite du plus grand nombre. Maintenant, le contexte actuel nous mène à croire que certains déterminants sont fragilisés, mais pour certains aussi, il faut en faire une relecture. Donc, à chaque semaine, on publie un dossier web et aujourd'hui, on tient notre premier webinaire pour discuter avec des experts et des acteurs impliqués à tous les jours auprès de jeunes ou d'intervenants pour discuter ensemble de ce déterminant tabac, alcool et drogue. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à votre animatrice ce matin, qui sera Christine Demers de Réseau Réussite Montréal, agente de développement à Réseau Réussite Montréal. Christine, le micro est à toi. Oui, bonjour, je suis là. Mireille, je t'inviterai à allumer ma caméra. Alors, je vais prendre la parole. Bienvenue. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Oui, parfait, excellent. Voilà, excellent. Bonjour. Alors, super contente d'être avec vous aujourd'hui. Un déterminant super important pour moi. J'ai travaillé de nombreuses années en prévention du tabagisme avec les adolescents. Je suis vraiment contente d'être accompagnée de conférencières exceptionnelles aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important pour Réseau Réussite Montréal, ce déterminant-là aujourd'hui? On a fait le choix pour ce premier webinaire-là parce qu'on est en contact avec de nombreux acteurs et en persévérance scolaire et beaucoup de nos partenaires nous ont manifesté une inquiétude croissante en lien avec ce déterminant-là dans les derniers temps. Alors, on se questionnait sur l'incidence que pourraient avoir les circonstances qui entourent la COVID-19 avec l'usage de substances. Donc, on est vraiment content d'avoir des experts qui se sont joints à nous ce matin pour partager leur réflexion sur le sujet. Je vous les présente à l'instant. On a Monique Lalonde, agente de planification, de programmation et de recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal, de la Direction régionale de santé publique. Elle a fait de nombreuses études elle a fait une revue de littérature sur les meilleures pratiques en prévention du tabagisme. Elle a travaillé longtemps sur la prévention du tabagisme et maintenant elle est sur le dossier du cannabis à la Direction de santé publique. Et on a aussi avec nous ce matin Marie-Claude Sauvé, directrice de Cumulus, qui travaille depuis de nombreuses années aussi en prévention des toxicomanies, un organisme qui travaille à ce niveau-là. Et elle est présente sur de nombreuses concertations en lien avec beaucoup de partenaires sur les dépendances. Donc, ça lui donne un regard vraiment très large sur la situation, très terrain aussi. Alors, nos deux conférencières ont accepté de se libérer dans un très court délai pour se prêter à cet exercice d'agilité-là ce matin, de nous faire part de leur réflexion sur le sujet. Alors, on est vraiment content de les avoir avec nous. Je fais un petit survol très rapide du déroulement puis du fonctionnement du webinaire. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment juste sur Zoom Meeting. On n'est pas sur Zoom Webinaire. On a un forfait pour les webinaires avec Zoom. Par contre, étant donné l'achalandage, ils ont été en mesure d'activer notre forfait. Alors, on s'ajuste un peu au niveau de la technique. C'est pour ça que vos caméras et vos micros ont été fermés. On vous invite à les maintenir fermés pour toute la durée de la conférence. On veut essayer d'éviter les bruits ambiants et puis le surcharge sur sollicitation de la bande passante. Donc, merci beaucoup de garder ça bien fermé. Par contre, ça ne va pas vous empêcher de poser des questions. Pour nous, c'est très important de pouvoir être en lien avec vous et d'entendre vos questions, préoccupations. Donc, je vous le dis, si jamais vous souhaitez poser des questions en continu, c'est possible. Si vous bougez votre souris, au centre, en bas, dans la barre de commande, vous avez l'option converser. Si vous cliquez là-dessus, il ne se passera rien de grave, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez cliquer dessus et inscrire vos questions au fur et à mesure dans la conversation. C'est important que vous sachiez que tout ce que vous allez mettre dans cette conversation-là, dans ce chat, va être public. Donc, tout le monde va voir ce que vous allez indiquer.
Et ma collègue Ginette Vizina de Réseau Réussite Montréal va se charger de vérifier toutes les questions pour pouvoir les transmettre à nos conférenciers. On vous invite à prendre le temps de regarder un peu ce qui va avoir été écrit précédemment pour ne pas répéter les mêmes questions. Ça va un peu faciliter la fluidité de la présentation et de la conférence. Avant de commencer, je dois vous dire que le webinaire est enregistré. Alors, il va être disponible en rediffusion sur le site de Réseau Réussite Montréal plus tard. Les présentations aussi des conférencières vont être disponibles pour vous. On va vous envoyer un lien quand le dossier va être terminé, que tout va être en ligne. J'invite déjà Monique Lalonde de la Direction de santé publique à prendre la parole et à pouvoir nous présenter ses réflexions sur le déterminant de tabac, alcool et drogue en situation de COVID-19. Merci. Monique, ton micro est fermé. Alors, bonjour tout le monde. Moi et la technologie, mais on va y arriver. Je suis contente d'être ici aujourd'hui et je remercie Réseau Réussite Montréal de m'avoir invité à développer ce webinaire. Vous savez, la commande était assez grosse pour 12 minutes pour vous parler, donc c'est un peu court, 12 minutes. Je veux vous informer que vous allez recevoir ma présentation, puis dans les notes de commentaires de cette présentation-là, ça sera disponible. Vous aurez plus d'informations sur les statistiques dont je vais parler aujourd'hui, sur des ressources pour les parents, et vous allez avoir tous les liens statistiques. Alors aujourd'hui, c'est Mireille qui va vous présenter ma diapositive pendant que je vous parle. Donc moi, je vais être un petit peu disparue. Je vais vous revenir à la fin de l'exposé. Donc Mireille passe à la diapositive objectif, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, mon objectif avec vous, c'est de discuter des besoins des jeunes, des besoins qui découlent évidemment de la pandémie et de ce contexte exceptionnel, et d'examiner quelques outils pour y répondre. Alors, la première chose qu'on va voir, je voulais faire le point et on m'avait demandé de discuter avec vous combien de jeunes Montréalais consomment des SPA. C'est beaucoup de statistiques où j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais attirer votre attention sur certains éléments. Alors, dans la première diapositive, j'ai donné, vous voyez la répartition des élèves du secondaire selon le statut de fumeur. Je vais attirer votre attention sur la cigarette électronique. J'ai juste mis les statistiques du deuxième cycle parce que c'est là que les problèmes se dévoilent davantage. Les jeunes, de toute façon, en ce qui concerne le tabagisme, au premier cycle, il n'y a pas beaucoup de consommateurs. Au deuxième cycle, ça s'intensifie. Et en fait, la majorité des jeunes ne consomment pas ni de tabac à combustion, ni de tabac dans une cigarette électronique. Mais au deuxième cycle du secondaire, il y a quand même un élève sur 3 qui a commencé à consommer de la cigarette électronique. Prochaine diapo. Celle-ci, c'est sur le cannabis. Encore une fois, c'est juste pour souligner qu'au premier cycle, personne à peu près consomme du cannabis. 97% sont des non-consommateurs. Au deuxième cycle, comme vous pouvez voir sur la roulette à droite, il y en a le 3/4 qui ne consomment pas, une petite partie qui a commencé à expérimenter et les personnes dont il faut se soucier, c'est le 8% qui ont une consommation plus élevée. La prochaine diapositive vous montre l'alcool. L'alcool, c'est un peu différent des deux autres SPA parce que c'est un comportement qui est très, très accepté socialement. Donc, les jeunes, encore une fois, au premier cycle, ne sont pas vraiment des consommateurs, bien que par rapport aux deux autres SPA, ça commence un peu plus. Au deuxième cycle, cependant, 45% des jeunes, comme on peut voir à droite, ont commencé à consommer, mais c'est une consommation faible. Et encore une fois, juste un petit pourcentage, 11%, qui ont une consommation élevée. Alors, si je résume un peu les statistiques, puis vous pourrez me poser des questions plus tard si vous voulez, ce que les données montrent en général, c'est qu'au secondaire, la grande majorité des jeunes ne consomment pas, n'ont pas de problème de consommation de SPA. La consommation problématique d'alcool et de drogue est mesurée par l'indice DEP-ADO et on voit, d'après cet indice-là, qu'environ 2% des jeunes ont un problème en émergence et 2% un feu rouge.
Alors, c'est clair que les efforts doivent être déployés auprès de ces élèves, un petit sous-groupe d'élèves qui a soit des problèmes en émergence, soit des problèmes. En ce qui concerne, on m'avait demandé de vous parler des 18-24 ans. Vous aurez des statistiques dans mes notes de commentaires, mais là, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que les jeunes adultes de 18-24 ans sont proportionnellement les plus nombreux à consommer des spas, mais toujours dans un esprit que c'est pas que notre situation est encourageante. Depuis le début des années 2000, on observe une baisse progressive de l'usage des substances psychoactives, tant chez les jeunes de 12-17 que chez les 18-24. Maintenant, quels sont les effets possibles de la pandémie sur les facteurs liés à la consommation de SPA? C'est clair que ces effets-là dépendent là, des facteurs de risque et de protection. Et cet acétate que je vous montre présentement, c'est le cœur de ma présentation. Ça discute de qu'est-ce qui est les facteurs de risque et de protection. On peut voir que cette situation de confinement, le fait qu'on a de l'isolement social, ça touche autant différentes sphères des gens, les jeunes, la famille, l'école et les pairs sont un autre déterminant, et ce qui se passe dans le quartier. Alors, chez les jeunes, on peut voir que ça peut augmenter le stress et faire vivre tout un ensemble d'émotions comme l'ennui, la frustration, l'anxiété, etc. Mais pour d'autres jeunes, le fait de ne pas être à l'école, ça peut aussi diminuer le stress, il n'y a pas d'examen, etc. Mais il reste que quand même, ce contexte particulier peut affecter la motivation pour l'école et entraîner des difficultés scolaires. Or, la réussite scolaire est un déterminant important en lien avec les SPA. Les jeunes, leur routine est modifiée et ça aussi, ça peut générer du stress. Mais des choses positives peuvent survenir dans ce contexte-là, comme se découvrir de la créativité et découvrir qui on est à travers cette expérience-là. Dans la famille, c'est clair que le fait de faire du télétravail ou d'avoir perdu un emploi, d'avoir les enfants à la maison, ça cause du stress. Ça peut causer aussi des difficultés financières. Ça joue sur le climat familial et sur les relations parents-ados. Il peut y avoir de la tension, il peut y avoir aussi plus des conflits. Mais en contrepartie, ce n'est pas le cas pour tous. Ça peut aussi donner des résultats, pas des résultats, mais des relations plus étroites parents-enfants. À l'école aussi, comme elles sont fermées, ça empêche les jeunes de se regrouper et pour les loisirs aussi. Et c'est clair que ça diminue l'occasion de faire, de consommer des SPA, ça se fait souvent en groupe. Les maintiens, il y a des services professionnels de la part de l'école qui sont maintenus, mais l'accès est plus limité en ce temps de pandémie et il y a tout un enjeu de confidentialité et de la façon de comment on rejoint les jeunes. Les pairs, c'est clair que pour les jeunes, c'est très difficile. Je pense que c'est l'aspect le plus difficile de ne pas avoir à voir leurs amis. Enfin, dans le quartier et dans la communauté locale, les installations extérieures, les parcs sont ouverts, mais les jeux sont fermés, comme le basketball, comme le roulis-roulant, et ça, c'est dur pour les jeunes. Il y a aussi un soutien des organismes communautaires, mais ce soutien-là est limité, encore une fois, parce qu'il y a des difficultés à rejoindre les jeunes. Enfin, il y a l'accès qui est réduit des SPA, parce que souvent, l'offre, les jeunes, surtout de 18-20 ans, là, ceux qui n'ont pas accès à l'offre légale, vont aller sur le marché illégal. Et présentement, comme c'est très perturbé que les lieux publics sont fermés, les bars et tout, l'offre est plus difficile pour l'offre illégale. La prochaine diapositive va vous montrer que dans tout ce que je viens de raconter, l'élément principal est quand même le fait que les gens vivent du stress, ce qui touche à leur bien-être et puis peut générer de la détresse psychologique. Et ces deux facteurs-là sont un facteur vraiment important et significatif pour la consommation de SPA. Et ça, c'est supporté par
on fait quand même certaines enquêtes, certains sondages, et tel jeune et la ligne parents a montré une hausse des demandes et entre autres, les appels qui étaient liés à la santé psychologique ont augmenté. Alors, comment aider les jeunes à traverser cette période de confinement sans précédent? Eh bien, il y a différents outils qui existent. Moi, je vais mettre en lumière certains outils, mais d'autres seront dans ma présentation plus longue là, que je vais vous envoyer. Entre autres, la Direction de santé publique a fait un portrait des services offerts par le programme jeunesse des CIUS de l'île de Montréal qui peut être vraiment pratique pour les intervenants parce que ça vous fournit toute l'information pour la population sur les services d'aide. Vous savez, toutes les lignes là, qui ne sont pas juste des lignes téléphoniques, ça peut être aussi du texto, du clavardage, donc ligne 201, tel jeune, ligne parent, tel aide, tout le répertoire, toute la liste est là. Vous avez dans ce document là, tous les accueils psychosociaux des CLSC, les téléphones, qui rejoindre, les modalités d'accès aux services psychosociaux jeunesse dans le contexte de la COVID avec les coordonnées des personnes rejointes et enfin l'accès aux services spécifiques en santé mentale. Donc, c'est un outil précieux pour ne pas perdre de temps. Pour répondre aux besoins des jeunes aussi, il y a des outils qui ont été faits pour les jeunes. Il y en a toute une panoplie. Moi, je vais attirer votre attention sur 6 ressources. Les trois premiers points là, que vous voyez sur l'acétate, c'est des documents qui ont été conçus pour les jeunes. Le OPQ, c'est l'Ordre des psychologues du Québec qui a fait un premier document que je vais examiner tantôt avec vous. L'Institut universitaire sur les dépendances aussi a fait un document, comment s'adapter à la quarantaine. Et le CHU Sainte-Justine aussi. Alors, on va discuter de ça dans 2 minutes. Je dois dire aussi que l'Institut universitaire sur les dépendances a mis sur son site, a fait le répertoire de toutes les activités et divertissements que les jeunes peuvent faire pendant ce temps de pandémie. Et puis ça peut autant aller sur les puzzles, les activités physiques qu'on peut faire sur Internet, les livres, audio, balado, diffusion, films, musées. C'est intéressant, des fois, de faire des suggestions aux jeunes et là, vous avez un beau répertoire. Ensuite, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur avait fait un guide pour gérer le stress chez les 10-12 ans. On parle souvent d'adolescents, puis on parle plus d'adolescents du 2e cycle en lien avec les SPA. Mais si vous voulez un outil un peu plus adapté aux 10-12 ans, bien, vous aurez le lien pour cet outil-là. Enfin, pour les jeunes qui ont des problèmes de consommation, il ne faut pas oublier le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal parce qu'il y a des services pour les jeunes. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais juste attirer votre attention sur les 3 outils. C'est des outils qui développent différents contenus. Ils sont en ce sens différents l'un des autres. Le premier outil de l'Ordre des psychologues est bien fait. Il y a plein d'images. C'est vraiment, il s'adresse aux jeunes. Et eux autres, ils abordent entre autres ce qui est en bleu. Ils parlent de l'année scolaire et puis de la motivation à faire les travaux scolaires, ce que les autres documents n'aborde pas. Ça, c'est fort intéressant. Et il y a plein de points qui sont les préoccupations des jeunes auxquels on répond. Le deuxième document, c'est le document de l'Institut universitaire sur les dépendances. Bien, ce document-là, on a fait un bel effort pour mettre ça en mise en forme pour les ados, contrairement aux 2 autres documents. Donc, c'est le fun, toute la présentation. Ce qui caractérise ce document-là, c'est qu'on fait un exemple de routine pour les ados, parce que vous savez, c'est important que les jeunes adoptent une routine, parce que quand ils vont retourner à la normale, ils vont aussi retourner à une routine. Donc, pour faciliter le retour, il faut déjà organiser son rythme de vie dès maintenant. Et on propose un outil, un horaire vide où les jeunes peuvent faire leur routine personnalisée. C'est intéressant, très intéressant. Et ici, on insiste beaucoup sur les symptômes anxieux et les symptômes dépressifs. Le dernier document, c'est Sainte-Justine. Sainte-Justine a aussi fait un document qui est intéressant. C'est le plus plate des 3 dans le sens où on n'a pas fait de mise en forme pour les ados. Malheureusement, ici, c'est assez
ordinaire, là. Mais ici, on aborde encore une fois des sujets qui sont un peu différents des deux autres, comme l'amour au temps du COVID-19, et on aborde la question des drogues aussi avec les jeunes plus directement. Donc, voilà des contenus qui sont aussi intéressants. Alors, en conclusion, je dois dire qu'en raison de la pandémie, il faut être particulièrement attentif aux signes de stress qui pourraient conduire à une plus grande consommation de SPA. Les jeunes de milieux défavorisés, ceux qui ont des difficultés ou des besoins particuliers, subiront un plus grand impact des effets de la pandémie. Donc, c'est peut-être ces jeunes-là qu'on doit rejoindre en priorité. Et beaucoup d'outils ont été développés. Ils peuvent être utiles pour les familles et les jeunes. Bien, je vous remercie. Là... Alors, bonjour tout le monde. Bien, merci beaucoup, Monique, pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant. Je t'invite à garder ton micro allumé. On va discuter un peu ensemble. Tout le monde, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écrire des questions par rapport à cette présentation-là. Est-ce que des informations qui n'ont pas été fournies, qui vous intéresseraient, qui sont importantes pour vous de connaître au niveau de la perspective de la direction de santé publique, au niveau des portraits, au niveau des facteurs de protection et de risque, etc. Donc, n'hésitez pas là, à nous écrire dans la conversation. J'ai une question ici. On me dit, Monique, avec la pandémie, est-ce qu'on peut penser qu'il y a aussi des facteurs de protection qui vont être renforcés pour quelques jeunes? Comment tu perçois ça, les facteurs de protection qui vont être renforcés dans le contexte actuel? Bien, c'est sûr que si on... Là, vous n'avez pas entre les mains les différents facteurs de risque de protection, mais oui, tout n'est pas noir dans le contexte de pandémie. Comme je disais, il y a des jeunes qui... je ne sais pas si on me voit, là. Attendez une minute, ma vidéo. Oui, là, on me voit. Désolée. Alors, il y a des jeunes qui, par exemple, à l'école, vivent beaucoup de stress par les examens, ou il y a des endroits où ils vivent de l'intimidation. Il y a des jeunes, certainement, qui sont soulagés d'être à la maison. Alors, ce stress-là ne sera pas le stress des examens. Ça va baisser. Mais il y a d'autres stress qui sont générés par les conflits ou comment ça se passe à la maison. Mais encore une fois, il y a des endroits où il n'y a pas de conflit, où ça va bien avec la famille. Et dans ce cas-là, le lien, il y a un meilleur lien qui se tisse entre les parents. Les parents peuvent faire des activités avec les jeunes malgré tout, là, jouer aux cartes, faire des jeux à la maison. Et ça, encore une fois, c'est un facteur de protection. Donc, la dynamique familiale, elle dépend des familles. Comme je l'ai dit tantôt, l'accès est beaucoup plus difficile présentement pour les jeunes de 12-17 ans pour avoir de la drogue ou parce que eux autres, il y a des dealers autour des écoles, là, mais là, ça, c'est plus disponible. Et donc, on pense que chez les 12-17 ans, ça diminue le risque de consommer. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il reste quand même que l'école et les organismes communautaires continuent d'être en lien avec les jeunes et qu'il peut y avoir des téléphones, il peut y avoir une façon de communiquer par texto et ça aussi, c'est des facteurs de protection. Donc, on ne le sait pas encore une fois si on n'en a pas encore de statistiques qui nous démontrent si ça a augmenté ou pas. Dans nos prochaines enquêtes, on va voir l'effet de la pandémie. Mais j'aimerais ça vous rassurer. Je ne sais pas jusqu'à quel point là, tout ça va, surtout si on donne des outils pour gérer le stress et les émotions des jeunes, il faut être optimiste. On a des questions intéressantes qui sont en train de rentrer. Ginette, je t'invite à nous les mentionner pour Monique. Oui, désolée, j'avais un problème de micro, là. Je cherchais mon micro. En fait, il y avait une question, oui, de Marianne qui demandait si le retour à la normale sera plus difficile pour ce fameux 2 qui consomme de manière élevée des SPA. Est-ce qu'on craint qu'ils demeurent consommateurs à risque? Donc, la question est plus pour Monique. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, je t'entends bien. Il y en a des outils pour les consommateurs. Là, je vous ai présenté quelque chose d'un peu plus général d'une population d'élèves du secondaire, mais il y a aussi les 18, 20, 21 ans.
L'Institut universitaire sur les dépendances a des outils pour ces jeunes-là en plus, là. Il ne faut pas oublier le centre de réadaptation de Montréal. Là. Il y a aussi de l'appel où on peut faire pour les jeunes. Mais si je reviens à l'Institut universitaire sur les dépendances, il y a des outils qui alertent les jeunes puis ça peut être aussi pas pour les consommateurs occasionnels, là, d'être conscients de leur consommation. Donc, il y a des journaux de consommation, il y a de l'autogestion, il y a toutes sortes d'outils de ce type-là. Et je vous ai mis le lien dans ma présentation pour aider ces jeunes-là. Excellent. Ben oui, c'est super. Je vais passer à l'autre question. Je pense que Ginette a un petit défi d'ordinateur. Si jamais Ginette, tu es de nouveau avec nous, tu nous le diras. On a ici une question, je crois, de Valérie. Je crois que généralement, les introvertis vivent mieux le confinement et ils doivent donc vivre un peu moins de stress relié au social. Ça se peut. C'est clair, ça. C'est clair qu'il y en a qui sont bien dans ce contexte. Par exemple, ceux qui vivent de l'anxiété sociale, les jeunes, là, on a eu des témoignages de jeunes dans la presse plus la dernière fois. Il y avait 4 jeunes qui parlaient de leur, c'est anecdotique, mais les gens qui ont de l'anxiété sociale à l'école, c'est sûr qu'eux autres, ils trouvent ça vraiment mieux d'être à la maison et de suivre le programme à partir de la maison. Excellent. J'ai une autre question, mais oui, on va peut-être y répondre en 1 minute peut-être. Après ça, on va passer à la présentation de Marie-Claude. Le retour à la normale sera-t-il plus difficile pour ce fameux 2%? C'est ce qu'on vient de dire, en fait. Ben oui, c'est parfait. J'insiste sur la routine. Vous verrez dans ce document-là que la routine, c'est de se donner des temps de loisirs, de se donner des temps d'école, de se donner des temps pour faire du ménage à la maison, pour l'hygiène, pour faire du sport. Excellent. Il y a différents éléments à faire justement pour bien revenir à la normale. Tout à fait. Puis en fait, ce que j'ai pas lu, c'est la proposition de Marianne justement d'aller voir des activités et des idées d'activités physiques pour maintenir une saine alimentation sur le site de Coalition POID et de l'ASPQ qui ont ajouté une section sur le COVID. Donc, on n'hésite pas à aller consulter ça. Merci beaucoup, Monique. Alors, on se retrouve tantôt pour d'autres questions et discussions ensemble. Merci beaucoup. D'accord. J'invite maintenant Marie-Claude de Cumulus à prendre la parole pour sa présentation. Bon matin à tous. Grande adaptation de faire une présentation en webinaire comme ça. Je vais faire de mon mieux. Cumulus, on est un organisme en prévention sur le terrain, donc je vais plutôt vous amener durant cette présentation-là la vision de comment on le voit sur le terrain, de comment on tente d'intervenir et quelles sont nos perceptions. Il ne faut jamais perdre de vue que la consommation de substances psychoactives chez les jeunes n'est pas la même que chez les adultes. Et souvent, quand on intervient, on a l'impression d'intervenir à partir de nos repères. Et les raisons de consommation sont très différentes, autant chez les 12-17 que chez les 18-24. Donc, si on peut partir avec ma présentation, c'est difficile de ne pas avoir le contrôle en ce moment. Merci beaucoup. Donc, c'est possible d'enchaîner tout de suite avec la seconde diapositive. Merci. Dans ma présentation, ce que je vais aborder, c'est les raisons de consommation, les effets recherchés, la consommation en période de confinement et la consommation en période de déconfinement. Il y a eu une question tantôt. Je vais tenter d'y aborder la réponse, ainsi que ceux qui ont envoyé des questions au préalable. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Donc, si on regarde chez les 12-17 ans, leur raison de consommation, tantôt, Monique nous a donné des statistiques. Elle nous a dit que 2% des jeunes avaient une consommation problématique en émergence et 2% qu'on appelle des feux rouges. Donc, ils ont déjà une consommation supérieure à la moyenne. Donc, on a à se questionner avec ces jeunes-là. Mais il reste un 96% des jeunes pour qui la consommation n'est pas un problème. Et souvent, on a tendance à oublier ces jeunes-là. Et j'ai eu beaucoup de questions sur, au niveau des consommateurs occasionnels, ceux qui ne consommaient pas. Est-ce qu'elle allait avoir une tendance à vouloir consommer en période de confinement seul à la maison? Non. S'ils n'avaient pas ces habitudes-là, pourquoi ils les développeraient en ce moment? Donc, on va revenir à ça, mais il y a peu de risques. Les ados, ils consomment, c'est d'abord et avant tout par socialisation,
pour être avec leurs amis, dans des événements spécifiques. Ils vont le faire par plaisir. Et la notion de plaisir est au sens large. Elle peut être physique, elle peut être sociale, elle peut être à bien des égards, mais c'est les raisons pour lesquelles ils vont vouloir consommer. Quand on parle d'euphorie, on parle de vouloir avoir un certain relâchement de leur corps, de leur esprit, de rigoler, de ne plus avoir de barrière, d'avoir une certaine désinhibition. Et l'autre raison pourquoi on va voir quand je mets ennui de groupe, entre les 12 et 17 ans, ils ont 15, 16 ans, ils ne peuvent pas aller dans les bars, un vendredi soir, ils sont ensemble, ne savent pas toujours quoi faire et la consommation va leur amener une source de plaisir pendant ce temps-là et ça revient à ce que j'ai dit au début, la socialisation et une consommation en groupe. C'est peu de jeunes qui vont avoir un intérêt à consommer seuls chez eux. Généralement, c'est en groupe, que ce soit de l'alcool, que ce soit du cannabis, peu importe la substance, ils vont le faire en groupe. Et je vais juste attirer l'attention 2 petites minutes sur le cannabis en ce moment. On est dans une période de changement de normes sociales depuis un certain temps. Donc, socialement, on est en train de s'adapter à vivre autrement. Je vous ramène il y a 2 ans en arrière où on amorçait une autre période de changement de normes sociales. Il y a 2 ans, le cannabis était prohibé, c'était une substance qui était illégale et aujourd'hui, elle fait partie des services essentiels. Les SAQ et les SQDC font partie des services essentiels. Donc, on voit le changement de normes sociales. Donc, la pandémie nous amène dans une deuxième vague différente, mais de changement de normes sociales et ça va avoir nécessairement un impact sur nos relations avec les substances. Et pour nos jeunes qui font partie du 4%, nos consommateurs réguliers, ils vont consommer pour diverses raisons, mais par relaxation, que ce soit le soir pour s'endormir, que ce soit parce qu'ils sont stressés, qu'ils vivent du stress à la maison, peu importe, il peut y avoir ça. Il peut aussi avoir chez nos jeunes aussi encore par ennui qui ne savent pas quoi faire. Et souvent, quand nous, on travaille avec les jeunes qui veulent dire « moi, je vais arrêter de consommer », OK, quel moyen tu vas te donner en place? Oui, mais je ne fermerai pas mon joint du vendredi soir ou du mercredi soir, par exemple. Je vais garder ça de fin de semaine, mais je ne consommerai pas dans la semaine. OK, mais le temps de fumer n'est pas long, mais le temps de l'effet est plus long. Donc, comment on va occuper ce temps-là? Comment on va l'occuper au niveau du cerveau? Donc, au niveau de ces jeunes-là, leur consommation en période de confinement peut avoir un impact différent. Et ne jamais perdre de vue que la raison pour laquelle les jeunes vont consommer, l'effet recherché est essentiel, beaucoup plus que la substance. Par exemple, plusieurs jeunes au niveau de nos consommateurs réguliers vont dire consommer pour baisser l'anxiété, quand dans les faits, le cannabis en tant que tel ne va pas nécessairement baisser l'anxiété. Alors que eux, leur effet recherché, c'est de le baisser. Et quand on discute avec eux, ils ont un réel effet de baisser leur anxiété. Maintenant, est-ce que c'est le temps de s'asseoir, d'allumer, de prendre des grandes respirations? Est-ce que c'est le contexte qui fait qu'il y a un effet? Donc, ne jamais négliger le contexte de consommation. Chez les ados, c'est essentiel, le contexte est primordial. Et maintenant, quand on regarde dans la période de confinement, ce qu'on vit en ce moment, nos consommateurs occasionnels, il y a très peu de risques que la consommation augmente parce qu'ils n'ont pas accès. Puis là, on parle de substances illégales de cannabis, mais aussi les boissons énergisantes. Certains jeunes vont diminuer leur consommation de boissons énergisantes, tout simplement parce qu'ils vont moins au dépanneur en acheter, parce que plusieurs ne travaillent pas, ont moins d'argent, sont confinés à la maison. Donc, au niveau de ces substances-là, vont avoir chez les occasionnels une baisse. Chez mes consommateurs réguliers, là, je vais attirer l'attention des intervenants, il y a des choses sur lesquelles on doit se poser comme question. Les risques au niveau de l'approvisionnement. Ils n'ont pas accès à leur vendeur ou moins. En ce moment, ce qu'on trouve sur le marché noir, c'est une pénurie de substances. Donc, en ayant moins de substances, la qualité, elle est moindre. Donc, là, il va falloir se questionner. Il faut avoir des interventions avec nos jeunes, savoir
si on est capable d'en avoir, ça c'est l'autre chose, comment être capable d'en avoir avec eux, sur où est-ce qu'ils s'approvisionnent. Peut-être certains réussissent à l'obtenir par différents moyens, par la SQDC, là qui vont avoir des produits avec une qualité, mais ce qui est sur le marché noir en ce moment, c'est la qualité est vraiment moindre. Et la période de déconfinement pour ces jeunes-là. Il y a plusieurs ados qui ne vivent pas les anniversaires de leurs amis en ce moment. Moi, je vais passer ça sur les réseaux sociaux. C'était la fête de une telle, d'un tel. Et là, ils vont se retrouver à la période de déconfinement à vouloir récupérer ce temps perdu-là. Et là, ils vont se retrouver avec plein de fêtes qu'ils vont vouloir refaire, plein d'événements. Ils ont hâte de se revoir. Et là, ils vont vouloir peut-être consommer. Ce qu'il faut avoir en arrière-tête comme intervenant, c'est la capacité au corps d'avoir une tolérance. Si je consomme de l'alcool à toutes les semaines et que je consomme une quantité X d'alcool le vendredi, samedi, mon corps est habitué à cette dose-là, il la gère bien. J'ai un arrêt, voulu ou non, durant la période de confinement. J'en prends moins, donc ma tolérance va être moindre. Si au retour, je reconsomme la même quantité que j'avais, c'est là qu'il va y avoir des risques de surdose. Et je ne parle pas de surdose nécessairement à l'hôpital comme on va attendre, mais avoir des effets plus intenses que ce que les jeunes s'attendaient à avoir une plus grande difficulté à gérer cet effet-là qui est plus intense. On peut le retrouver également au niveau du cannabis. Et les questionnements, ça fait plus effet, ils s'y attendent moins. Est-ce qu'ils vont retomber dans ce qu'on appelle, nous, des bad trips, pour lesquels ils vont avoir comme plus de difficultés à le gérer? Donc, comme intervenant, c'est à garder à votre arrière-tête au retour à la rentrée scolaire, vont avoir peut-être envie de revoir leurs amis, pourraient avoir des événements plus fréquents, consommer plus, et là, se retrouver dans des situations comme ça. Ça va être important comme intervenant, quand vous avez une bonne relation avec vos jeunes, d'ouvrir ces discussions-là et de regarder avec eux et d'y aller en prévention au niveau de la tolérance. Est-ce qu'on peut passer au 18-24, s'il vous plaît, maintenant? Merci. On retrouve à peu près essentiellement les mêmes raisons chez nos 18-24 ans. Donc, chez mes raisons de consommation, il va y avoir encore un événement de socialisation, de sortir dans les bars, d'aller au centre-ville, d'avoir du plaisir. Et là, la consommation devient aussi une activité de groupe. On prépare notre sortie au centre-ville. On prépare ces événements-là et on va préparer notre consommation d'alcool et autres substances également chez les jeunes adultes. Et les raisons de consommation chez nos réguliers, un petit peu plus ancrées dans leurs habitudes que chez les 12-17 ans. Relaxation, ennui, fait partie d'une routine parfois. Ça, c'est ce qu'on va retrouver chez nos 18-24. Encore une fois, les effets recherchés, c'est essentiel. Le contexte dans lequel ils consomment est primordial. On va retrouver la même chose que chez les 12-17 ans, mais plus ancré. Et comme ils ont eu des expériences où le contexte a agi sur leur effet, ils le comprennent encore mieux et ça fait vraiment, c'est encore plus intrinsèque de leur consommation. Pour eux, la consommation en période de confinement. Encore une fois, chez mes occasionnels, peut-être que certains vont avoir une augmentation de l'alcool, des ennuis, mais souvent, ça va faire partie d'un événement de groupe. Chez mes consommateurs réguliers, là, il y a des questions. L'approvisionnement, où est-ce qu'ils s'approvisionnent en ce moment? Chez nos 21-24 ans, ils peuvent aller se procurer des substances à la SQDC. Mais mes 18-21 ans, qui n'ont plus le droit d'aller à la SQDC, vont aller chercher où? Maintenant, est-ce qu'ils vont aller chercher au marché noir? Je l'ai dit tantôt, la qualité en ce moment au marché noir, c'est vraiment médiocre. Et donc, ils se mettent dans des situations plus à risque au niveau des mesures sanitaires. Ils ne vont pas nécessairement mettre tout ce qu'il faut en place pour se procurer. Donc, là, c'est ce qu'il faut avoir comme intervenant. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes de Carrefour Jeunesse Emploi ou d'organismes en insertion sociale. C'est d'ouvrir les vaisseaux de communication avec eux, si vous êtes capable, sur les lieux de procuration et vraiment d'avoir une attention sur le marché noir en ce moment, ce qu'on va retrouver. Et c'est dans la période de déconfinement. Là, nos consommateurs réguliers,
qui achètent au marché noir savent très bien en ce moment qu'il y a une pénurie, connaissent la qualité et savent que ça en prend plus pour faire un même effet, qu'on va avoir augmenté la coupe à l'intérieur. Le questionnement qu'il faut avoir en période de déconfinement maintenant, s'il conserve la même quantité et que là, la substance est d'une meilleure qualité, on risque de se retrouver avec d'autres types de surdoses au niveau des jeunes adultes en ce moment. Chez nos 12-17 ans, ce que je vais amener c'est peu consommé. Par exemple, la cocaïne, en ce moment, a pris 4 fois le prix. Ce n'est pas la substance chez nos 12-17 ans, ce n'est pas la consommation majeure des 18-24, mais on sait que certains vont en consommer. C'est un peu la même chose au niveau des autres substances. Il y a une pénurie. C'est quand cette pénurie-là va être terminée. Là, ce qu'on ne sait absolument pas non plus, c'est à la fin de tout ce confinement-là, les vendeurs qui n'auront pas fait d'argent vont-ils se retrouver à vouloir faire plus d'argent? Ça, en ce moment, on est vraiment dans le néant à cet égard-là. Mais il faut vraiment avoir des questionnements sur la qualité de ce qu'on trouve. Là, il y a eu des questions, c'est comment détecter la consommation des personnes à distance. C'est terriblement difficile. La seule chose, n'agissez pas est-ce que la personne a consommé ou non, mais beaucoup plus d'agir sur son état, comment elle se sent, comment elle est, sur ses comportements, sur ses pensées, beaucoup plus que sur la consommation, parce que c'est terriblement difficile à distance de savoir si la personne a consommé ou non. Il y avait une question au niveau de l'augmentation des produits légaux versus illégaux. La consommation d'alcool est très valorisée socialement. Donc, effectivement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des bières passées avec des arcs-en-ciel dessus, ça va bien aller. Oui, il y a une augmentation de la consommation des produits illégaux parce qu'il y a une diminution sur le marché des produits illégaux. Donc, les consommateurs vont là où ils peuvent acheter. Et on avait une question, comment rejoindre les jeunes? Oh mon Dieu, la grosse question. Si j'avais été capable de répondre à cette question-là, je l'aurais clairement écrite, brevetée, et je me préparerais à aller passer le reste de mes jours aux îles Fidji en la vendant. Il n'y a pas de baguette magique. Soyez présents sur les médias sociaux. En ce moment, c'est la meilleure façon de rejoindre les jeunes. Ne courez pas vers eux. Faites en sorte qu'eux puissent voir que vous êtes là. Donc, tous les médias sociaux. Ceci dit, faites attention si vous n'avez pas de formation pour l'intervention par chat. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut faire par écrit. C'est difficile d'avoir l'émotion de l'autre à ce moment-là. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez y aller, mais il faut quand même faire attention. Qu'on privilégie, c'est soit par téléphone, soit par FaceTime, mais c'est vraiment pas évident. Donc, juste démontrer qu'on est là, qu'on existe, s'ils ont besoin de nous rejoindre, comment ils peuvent nous rejoindre. C'est vraiment pas, c'est la chose la plus difficile en ce moment. Et je peux vous dire que tous les partenaires qu'on a à travers le Québec nous répondent exactement la même chose, la difficulté de rejoindre les jeunes en ce moment. Ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont les plus timides. En temps de non-confinement, c'est des jeunes que parfois on a la difficulté à rejoindre, donc c'est encore plus difficile dans cette période-là. C'est vraiment juste de trouver une façon qu'ils sachent qu'on existe, qu'on est là pour eux. Est-ce qu'on peut passer à ma dernière? Oui, en fait, je pense que quand vous êtes en contact avec des personnes qui consomment, notre 4%, c'est ne jamais perdre en tête qu'ils sont peut-être dans une période de non-consommation non désirée. Donc, le corps va nécessairement diminuer sa tolérance, de faire attention au retour, de faire « Ouhou, je peux enfin consommer, est-ce que je vais en prendre plus? » et d'avoir des discussions avec eux pour ne pas qu'ils se retrouvent à avoir des effets plus intenses que ce qu'ils avaient prévu. Et là, se retrouver en situation de bad trip. Et, comme j'ai dit tantôt, prévoir que sur le marché, la très mauvaise qualité des produits en ce moment.
Et dans les ressources, Monique, je n'ai pas voulu aller trop vers les mêmes que Monique a nommées tantôt, mais Drogue et des références ont plusieurs outils qui peuvent aider. Tox Québec est le site par excellence sur toutes les questions des substances, ont beaucoup d'outils, ont plusieurs, autant pour les intervenants que pour les personnes utilisatrices de substances psychoactives. Et Tel Jeune qui reste une ressource autant chez les jeunes que pour les parents. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'était super intéressant. Vraiment, c'est très apprécié ton temps et le partage de ces informations-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. En bougeant votre souris, vous avez l'outil « Converser » dans le bas. Au centre de des commandes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos questions. De ton côté, Marie-Claude, on est vraiment préoccupé par l'effet des transitions. Je pense que les jeunes qui vont passer du primaire vers le secondaire, vont vivre une transition scolaire assez tronquée. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose à rattraper plus tard, là, quand ça va être le retour en septembre? Il va y avoir beaucoup de choses à rattraper, effectivement, mais dans la transition au niveau des jeunes, c'est aussi la socialisation, ce qui se passe dans les parcs durant l'été. Donc, là, il va falloir attendre et voir comment les parcs vont réouvrir. On sait qu'ils vont réouvrir. Enfin, on s'attend plutôt à ce qu'ils réouvrent, mais de quelle façon ils vont réouvrir à cet égard-là. Peut-être qu'il va falloir prévoir dès la rentrée scolaire peut-être autre chose, mais la période de l'été, c'est souvent entre la 6e année et le premier secondaire, les premières expérimentations au niveau, ceux qui ont pris très peu de boissons énergisantes, c'est surtout dans les substances légales, le vapotage qui va rentrer là, et l'alcool également. C'est ce qu'ils vont trouver. Donc, peut-être avoir une petite récupération à faire à l'automne. Mais chez nos non-consommateurs, ce n'est pas nécessairement en ce moment ce qui va les préoccuper. Ce qui les préoccupe chez les ados, ce que nous, on entend chez les jeunes, c'est avoir hâte de se retrouver avec leurs amis, avoir hâte de refaire des activités en groupe, avoir hâte de pouvoir ne pas avoir peur s'ils sont ensemble en train de jouer au basket, de ne pas avoir une contravention de 1 500 $. Donc, c'est tous ces événements-là qui vont mais oui, il va y avoir un rattrapage. C'est souvent marqué justement cette transition-là du primaire vers le secondaire par une augmentation de la consommation. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une période qui va être assez préoccupante là, pour tous nos intervenants qui sont en lien avec des jeunes pour falloir être à l'affût, je pense, de cet aspect-là. Hein. Monique, je t'invite à te joindre à nous pour continuer la discussion. On va avoir une petite période pour terminer ce webinaire-là sur des questions qui pourraient ressortir ou sinon poursuivre des points que vous aimeriez peut-être approfondir, que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'aborder dans le cadre de votre présentation. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous vouliez aborder davantage? Oui. Moi, je voudrais juste amener un point concernant les deux, la SQDC puis la Société des alcools qui est ouverte. On s'entend qu'il y a des gens qui prennent du cannabis médical aussi et que, donc, bien que Santé Canada fournisse à ces consommateurs-là, je pense qu'il y avait un souci du gouvernement d'éviter que les gens qui pourraient avoir un sevrage trop important puissent continuer d'avoir accès aux produits. Mais c'est sûr que ça donne un double message. Le message que c'est un produit essentiel, c'est sûr que ça banalise le produit. On en a parlé tout à l'heure aussi au niveau du marketing. Bon, on sait que les compagnies qui entourent la consommation de ces substances-là ont toujours été créatives. On a vu l'histoire du marketing du tabagisme. Je sais qu'on a travaillé là-dessus avec Monique et tout ça. Donc là, c'est sûr qu'il y a encore des manifestations de publicité, de marketing. On est vraiment beaucoup connectés. On n'a pas le choix. Écoute, on n'a plus les modèles significatifs là, qui nous aident à nous protéger, à avoir une diversité scolaire, communautaire. Là, on est plus famille, médias. Est-ce que vous avez des réflexions en lien avec tout ça? Qu'est-ce qui va... On va falloir qu'on documente un peu ce qui va se passer parce que là, à l'heure actuelle, on ne le sait pas, effectivement. Là, mais ça risque d'avoir un effet quand même, là, je pense, sur la suite des choses. Ça, j'ai pas beaucoup réfléchi à cette question-là parce que c'est aussi, il y a tout un débat aussi de ne pas utiliser la pandémie pour ne pas projeter une mauvaise image corporative.
C'est clair que ceux qui augmentent leur prix ou ceux qui pourraient dans les industries utiliser l'arc-en-ciel pour mousser leur ventre seraient certainement mal vus. Alors, c'est à examiner après, là. Je ne pense pas vraiment que c'est un bon temps pour les industries de profiter de la pandémie. J'ai une question ici. Comment on peut aborder le sujet avec les parents pour qu'ils aident leurs adolescents dans cette période-là et limiter le stress? Je pense que Monique, tu avais nommé plusieurs ressources intéressantes qui vont dans ce sens-là pour aider les parents qui ont des adolescents. Je dois dire qu'il y a il y a un site, puis là, je vais le mettre sur mes notes de commentaires. Il y a aussi des outils qui ont été faits pour les parents qui ont des enfants avec des TDAH, là, donc des enfants plus moteurs. Mais autrement, en lisant les documents, il y a différents aspects, mais cet aspect d'organiser sa routine, ça a l'air de ressortir beaucoup et c'est ça, de répondre aux préoccupations des jeunes en ayant des discussions avec les jeunes directement à la maison. Oui, Marc-Claude. J'ai oublié de nommer tantôt, en ce moment, une façon qu'on entend qu'il faut rejoindre les jeunes adultes, les 18, même nos ados aussi, beaucoup, de démontrer qu'on est présent sur Facebook, c'est une chose, là, mais ils ne vont pas sur Facebook. Le discours des ados, c'est Facebook qui est pollué d'adultes. Donc, Instagram, de passer nos messages par Instagram. Et quand ils savent qu'on est présent par Instagram, plusieurs vont rentrer en communication privée via Instagram de cette façon-là. Excusez, je suis un peu hors contexte, mais ça venait de me popper oui. Qui est une belle façon de rejoindre des ados et des jeunes adultes. Excellent, merci beaucoup. Je me demandais aussi au niveau, juste pour revenir sur les portraits tout à l'heure, peut-être qu'on se questionne. Monique, est-ce que tu as bien les statistiques que tu as présentées, c'était au niveau du cannabis, c'était aussi des statistiques après la légalisation du cannabis? Non, on n'a pas vous savez, les enquêtes qui existent, celles que pour les 12-17 ans, c'est l'enquête québécoise sur pas la santé des jeunes. En tout cas, il y a une enquête pour les jeunes au Québec. Celle-ci va se reproduire bientôt. Puis là, on va avoir des données post-légalisation. Mais on a quand même l'enquête québécoise sur le cannabis qui, elle, fait des données. On a eu des données post-légalisation, mais c'est chez les 15 ans et plus. Donc, on a pu aller chercher des données de 15-17 ans. Jusqu'à maintenant, la légalisation n'a pas augmenté le cannabis chez les jeunes ados là, du niveau du secondaire. Ça, par exemple, ce que ça change, comme disait Marie-Claude tantôt, c'est les normes. Les jeunes perçoivent moins de risques à consommer. Donc, si leur attitude est plus positive, il faut travailler sur les croyances et perceptions pour éviter la consommation. Ce qu'on a observé comme augmentation, si je me rappelle bien, parce que c'est toutes sortes de statistiques, mais c'était plus autour des gens qui avaient dans la quarantaine. Parce que dans cette gamme d'âge-là, puis je pense que c'était de 40 à 50 ans, je ne sais plus, là, mais dans ces eaux-là, les gens voulaient faire des essais, ils voulaient essayer le cannabis, c'était plus ouvert. Donc, il faudra voir à long terme si ces groupes qui étaient moins des consommateurs vont poursuivre leur consommation. Je vous ai entendu parler, Marc-Claude, des boissons énergisantes. Bon, c'est sûr que là, il y a l'hyperconnectivité dont on peut avoir certaines craintes. Il y a des partenaires qui nous ont manifesté la crainte par rapport aux jeux vidéo, les boissons énergisantes. Bon, tu sais, on parle de tabac, alcool, drogue. Est-ce que vous avez des craintes ou des réflexions déjà par rapport à d'autres types de dépendances qui pourraient être développées, pourraient s'accentuer ou justement se réduire pendant le temps de confinement, puis dont il faut tenir compte après? En fait, je pense que pour les jeux vidéo, comme parents, les parents ont des guerres à choisir en ce moment, puis ça devient terriblement difficile d'essayer de choisir vers où on va aller à travers ça. Il ne faut pas perdre de vue que chez les ados, ce qu'on entend en ce moment, c'est au début, quand les écoles ont annoncé fermer 2 semaines, c'est yes, cool, c'est vraiment.
Et pour plusieurs, c'est comme, OK, c'était cool au début, là, mais il y a une certaine désensibilisation qui s'est faite et on a hâte de retourner à la norme, on a hâte de revenir. On n'a pas hâte de faire des travaux, on n'a pas hâte d'aller en classe. On a juste hâte de revoir nos amis, de socialiser, de retourner à l'école et de faire autre chose dans ce cadre-là. Au niveau j'ai perdu la question, excuse-moi, Christine. C'était en lien avec les autres dépendances. Si vous avez des réflexions par rapport à d'autres dépendances qui pourraient avoir ou se développer ou peut-être s'amoindrir aussi là, en temps de confinement. Excuse Monique, je veux juste dire que ce que nous, on entend au niveau des jeunes, nos jeunes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ça se maintient. On a certains jeunes qui vont avoir augmenté, mais encore là, c'est là où ce que je vais faire. Pour certains, c'est comme, OK, c'était le fun au début, là, mais nos jeunes qui jouaient de façon saine et équilibrée aux jeux vidéo, ça fait, OK, c'était le fun, mais là, c'est plus moins le fun. Là. Je veux passer à autre chose. Là, il commence à faire beau. En fin de semaine, il annonce 18 degrés. C'est plutôt les jeunes vont avoir envie de sortir, d'aller à l'extérieur, pas juste de rester à l'intérieur tout le temps et de faire que du gaming. Exact. Tu veux ajouter quelque chose? Bien, moi, j'ajouterais qu'il faut que les jeunes restent connectés sur de saines habitudes de vie. Alors, on s'entend que la routine, c'est ça que ça sert aussi. C'est de dire qu'on dort, on a un rythme de sommeil, un bon sommeil. On se lève le matin, on s'habille, on va voir, on s'alimente bien, on essaye de pas juste prendre de la junk et on va sur les sites ou on va à l'extérieur pour faire d'activité physique. Ça, c'est un premier lit. Dans les documents que je vous ai suggérés, on discute de ça, que les jeunes ne perdent pas leurs habitudes de vie. Et pour revenir sur les écrans, effectivement, il va y avoir certainement eu une utilisation un peu plus intense des écrans, forcément. Il y a des impacts de l'utilisation des écrans et des apprentissages scolaires. Donc, il faut quand même être soucieux qu'un jeune qui veut faire des travaux scolaires à la maison, mais qui compte tout le temps a des notifications, ben ça réduit ses capacités d'attention. Et que quand on fait une multitude de choses en même temps, regarder sur sa tablette tout en répondant au téléphone, tout en faisant des travaux scolaires, bien, ça réduit nos capacités, je pense, en mathématiques et en analyse ou quelque chose comme ça. Donc, il faudrait dire aux jeunes qu'il y a des pauses d'écran qui sont nécessaires, éventuellement, certainement, quand on fait les travaux scolaires. Excellent. Bien, merci beaucoup parce que ça va peut-être faire l'objet d'un autre webinaire. On va devoir terminer bientôt, mais Marc-Claude, peut-être tu peux conclure. Je vais juste conclure. Il y avait une question sur le chat qui venait sur l'intervention sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on est dans un work in progress et dans du testing. Donc, il y a 12 intervenants cumulus qui ont dû se revirer de bord et trouver une façon d'intervenir. Et on est allé voir à travers le Québec. Nous aussi, on cherche des meilleures formations au niveau des réseaux sociaux. On voulait, nous, se retourner, et là, je dis peut-être n'importe quoi, vers les organismes qui le font, comme Tel Jeune, Jeunesse J'écoute, Suicide Action Montréal, qui, eux, font de l'intervention. Donc, on voulait se revirer vers eux pour voir est-ce qu'ils offrent des formations à cet égard-là. Donc, j'aurais voulu vous répondre plus précisément avec la vraie bonne réponse, mais on est aussi en période d'adaptation à tout ça. Merci vraiment beaucoup, Monique, et c'est tout le temps dont on dispose, malheureusement. Je vais devoir clore le webinaire. Merci vraiment beaucoup pour vos présentations. Vous êtes prêtés à l'exercice, il était très court. On vous laisse faire un petit meeting ce matin d'1 heure avant qu'on parte tout le monde dans nos rencontres du matin. Merci beaucoup à tous les participants. On était bien nombreux ce matin. On est très contents pour ce premier webinaire-là. Je vous rappelle, dans le fond, que la rencontre a été enregistrée. Elle va être disponible en rediffusion sur le site de Réseau Réussite Montréal. On va vous envoyer un courriel avec le dossier complet. N'hésitez pas à aller voir le dossier sur le site web de Réseau Réussite Montréal. Il y a beaucoup d'articles qui vont être rédigés. Au fur et à mesure, on documente les déterminants de la persévérance scolaire en temps de COVID-19. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On essaie de vraiment alimenter la réflexion de nos partenaires qui sont en lien avec cet enjeu-là. On va tous vivre beaucoup d'enjeux, donc on essaie vraiment d'alimenter tout ça. N'hésitez pas aussi à être inscrit à nos listes de diffusion pour être au courant de notre prochain webinaire. On va essayer d'avoir un bon rythme, donc normalement, il va
en avoir un autre la semaine prochaine. Le sujet est encore à confirmer, donc on va vous tenir au courant via l'infolettre qui devrait partir très bientôt d'ailleurs. Je vous remercie à tous de votre présence ce matin. C'était un plaisir d'être avec vous. Et puis, on reste en contact. Reste positif. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir.